Ah, l'Islande, la terre de glace. Quel incroyable voyage, mais aussi quelle aventure. Nous voilà donc partis fin août, munis de nos sacs à dos et de nos tentes. Notre première mission était de protéger nos sacs, et on n'avait rien trouvé de mieux que du sel au frais. C'est bon, c'est bien. Mais il y a plus de 50 mètres, c'est fabuleux. Ça tient à rien, c'est pas. Regarde. On n'était pas peu fiers de notre idée qui nous a fait économiser quelques euros, mais la compagnie nous a gentiment fait comprendre que ce n'était pas autorisé, et nous avons dû tout enlever 5 minutes plus tard. Avec Joe, Olive, Tom et moi, nous voilà donc partis pour un voyage itinérant, au beau milieu des champs de lave et des volcans. On avait vraiment hâte de partir, cela faisait maintenant plusieurs mois qu'on préparait ce voyage, on était vraiment impatients de partir découvrir ce si beau pays. Avec 2 heures de retard, nous voilà arrivés à l'aéroport de Keflavik. Je pense qu'il était quelque chose comme 1 heure du matin, on était complètement d'équerre. Pluie, mais en espérant que demain il y ait du beau temps, on chill un petit peu le matin, machin truc. Vu que nous ne pouvions pas les transporter dans l'avion, la première mission était d'acheter des bonbonnes de gaz pour les réchauds qu'on avait amenés. Première erreur de parcours puisque nous nous sommes rendus compte peu après que nous avions choisi le mauvais modèle. C'est vraiment ça qu'il nous faut? Ouais, je pense que c'est bon. Il s'en est suivi une magnifique nuit dans le terminal de bus. On a tout de suite vu qui étaient les personnes les mieux équipées et celles qui l'étaient moins, avec déjà nos premiers fous rires qui lançaient bien la dynamique du voyage. Premier matin et premier déjeuner de fortune sur l'Islande. Le plan de la journée était de rallier de petites îles situées au sud appelées les îles Vestmann. Nous avons donc pris le bus pendant quelques heures afin d'atteindre le point de départ d'un petit ferry. L'occasion déjà de pouvoir admirer des paysages lunaires. Ces îles ne sont accessibles que par bateau ou par avion pour les privilégiés. Pour la petite histoire, les îles Vestmann sont inhabitées, hormis la plus grande où nous nous rendions nommée Heimaey, avec environ 4000 habitants qui vivent principalement de la pêche. Ces îles sont très accidentées, avec de grandes falaises très impressionnantes. Pénard, les moutons. Hein? Ça va, pénard, Ça a l'air compliqué de marcher par là, les gars. Ouais. Ah non, il y a un mec, il y a un dieu en jaune fluo là. Exact. Et moi là-haut, je te demande, j'y vais pas, je fais le truc. T'imagines, tu glisses un truc, t'es fini quoi. Je suis étonné que j'ai pas pris un guano sur la gueule encore. Parce que là, ça doit balancer du guano. C'est une barbosse. Tu fais, Je vais me protéger quoi. En juin 1973, cette île a subi une très grosse éruption qui a augmenté sa superficie, menaçant même de bloquer la baie. L'ensemble de la population avait dû être évacuée. Puis petit retour en enfance puisque c'est ici que Keiko, l'orque de Sauver Willy, fut capturé en 1979. Le spot du camping était juste dingue, au pied d'une immense falaise. Après que Joe et Olive aient un peu galéré pour monter leur tente sous nos sourires moqueurs, nous n'avions plus qu'à partir découvrir cette île. Fin de journée, après en avoir pris plein les yeux et plein les jambes, nous nous sommes rendus à l'extrémité nord de l'île principale dans l'espoir de pouvoir apercevoir des puffins, en français des macareux. Par chance,
nous sommes tombés sur un petit groupe de locaux qui avait secouru l'un d'eux il y a quelques jours et qui venait lui rendre sa liberté. Keep your fingers all around it. Okay. Otherwise their feet are the... You have to be so ready. Oh my god, his heart is going so crazy. Quoi de mieux pour terminer notre première journée en Islande? Il ne nous restait plus qu'à expérimenter notre première nuit en tente et partir le lendemain en direction de notre trek. Le lendemain matin, il nous fallait rejoindre la route principale pour pouvoir faire du stop et nous rendre à Skøgard. Par chance, la dernière voiture à sortir du ferry a accepté de nous prendre tous les quatre. Il s'agissait d'un policier retraité qui avait passé toute sa vie sur l'île. Sur ses conseils, il nous déposa à Seljalandsfoss, une cascade complètement incroyable. L'idée d'Olivier était de rejoindre le départ du trek en stop. Selon lui, cela ne devait pas trop poser de soucis. De toute façon, s'ils font demi-tour, on s'arrête, hein, je m'arrête aussi. Ouais. Il y a un camion Ben. Ouais. Ah, lui, il nous double, donc là, c'est déjà réglé. Oh là là, tout ce qu'il y a. Là, il y a plein de bagnoles. Après s'être séparés en deux groupes de deux pour augmenter nos chances d'être pris, et une bonne heure de galère, Thomas et moi avons eu la chance de tomber sur deux filles très sympas qui se rendaient justement à la cascade de Skøgard, point de départ de notre trek. Une fois de plus, en arrivant, nous avons pu découvrir une autre cascade nommée Skogafoss, avec plus de 60 mètres de haut et 25 de large, c'est l'une des plus célèbres du pays. Selon l'histoire, un coffre se trouverait caché derrière celle-ci, déposé par les Vikings. Bon, en vrai, nous ne sommes pas allés vérifier. C'était surtout ici que débutait notre trek en autonomie, le Logavegur Trek. Celui-ci se compose de 6 étapes de 15 km environ. Mais c'était mal connaître Olivier qui souhaitait le faire en 3 étapes. Avec nos 20 kg sur le dos, nous voilà donc partis pour au moins 3 jours, qui n'allaient pas être de tout repos. Après plusieurs heures d'ascension assez difficiles, sous le soleil et la pluie, nous sommes arrivés au petit refuge de secours de Baldvinskali, à environ 900 mètres d'altitude, dans un épais brouillard et un froid glacial. Le short d'Olivier n'était peut-être pas la meilleure idée. Après s'être réchauffé un peu et éviter une bonne averse de grêle, il était déjà temps pour nous de continuer cette première étape direction Thorsmark. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'images de la descente. J'étais vraiment dans le mal, il a plu tout le long et j'avançais vraiment plus. J'avais même dans l'idée de faire les 2 autres étapes en bus tellement j'étais fatigué. Fort heureusement, au camping de Thorsmark,
Un festin nous attendait. On a pu manger les restes de tout le monde. Au menu, chili con carne, soupe, saumon et j'en passe. De quoi oublier cette difficile étape. Ça va, Droni? Alors, Droni, t'es pas sur ton 31, je trouve, Droni. C'est là, ça me fait pas mal là. Ah si, ça fait mal à tout le monde, je pense. Si, j'ai mal moi. Qu'est-ce qui se passe là? ¿Qué pasa, niño? Voilà, le petit repas sympa quand même. C'est pour ta petite femme. Non, c'est un petit vieux. T'es pas sur ton 31. Ouais. Ça va trouver de toute façon. Nous étions tellement trempés la veille que nous n'avons pas pu résister à prendre des lits de dortoir au chaud. Après encore avoir profité de certains restes des marcheurs au petit déjeuner, nous devions aujourd'hui quitter la vallée de Portsmouth pour rejoindre Halfvatten en fin de journée. Oui, c'est sûr, ce qui reste. Cette seconde étape s'est finalement avérée beaucoup plus accessible que la première, hormis quelques traversées de rivière. Des volcans à perte de vue avec cette couleur verte donnée par la mousse. On se croirait presque sur une autre planète. Non, on passera pas là. On passera pas. Là, genou. Genou, mais là je suis pas sûr qu'il y ait autant là, si. Oh il a failli tomber. Il a failli. Ça va? Ouais. Mal au dos? Dur là. Hein? C'est un peu dur sur les jambes, mais. Les jambes? Après avoir marché le long du canyon de l'Emstrua, durant les 15 premiers kilomètres de l'étape, nous avons fait halte à Emstrur, au refuge de Botnar, où des tentes pouvaient nous couper du vent. Nous avons partagé un festin gastronomique à base de petits plats déshydratés et de gâteaux à la spiruline. J'annonce une promotion sur les forces vertes parce que j'ai un peu de truc qui a pété, un peu de sauce tomate qui a pété dans mon sac. Non. Si. Genre il n'est pas pété, il s'est dévissé en fait. Donc il coule un peu sur tout. La suite, du sable volcanique à n'en plus finir. Derrière ce désert de cendres volcaniques, on pouvait distinguer le glacier de Myrdalsjökull, le quatrième plus grand de l'Islande avec 600 km² de superficie. Par moments, le soleil illuminait Hadfell, la somptueuse montagne de l'enfer que nous contournions. Le vent se joignit rapidement à notre traversée. J'ai besoin de profiter 30 secondes de plus de ce temps. Là-bas, il fait beau là-bas, je pense. C'est là où on va. Je crois qu'il fait super beau là-bas. Regarde, ça sent le blizzard. Alors que nous arrivions à notre deuxième traversée de gué, une famille d'Islandais qui passait en 4x4 à ce moment-là nous a gentiment proposé de nous emmener sur l'autre berge sans devoir nous mouiller. Joe il doit se dire putain, ils font le trail en voiture. Ils font le trail en camtar les gars. Après une dernière traversée humide, nous arrivions à Halfvatten, lieu de notre campement pour cette deuxième nuit de trek. Le dîner et la nuit allaient être un peu agités. Rentre dans la tente. Il pleut des cordes. Tout va bien. Tout va bien, je cherche un fond de salle de merde. J'en ai une deuxième à portée de main si tu veux par contre. T'en prêtes une, je l'ai en 2 secondes. Je le ferai. Donc il va falloir dormir. Je vais faire de fond de salle. Ah en fait il tombe de la grêle Thomas. Ça fait de la glace. Comme ça. Opération
survie des dents de sagesse. On va voir à quoi ça ressemble. Oh putain. Oh, il a neigé, mec. Quelle fut notre surprise de se réveiller sous un grand soleil et de voir tous ces volcans couverts de neige, surtout après une nuit aussi compliquée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais eu aussi froid toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Sur toutes les nuits, je suis 1h30 de soleil. Vous êtes bien organisé. Ah, vous avez les sacs de dos. Vous avez dormi? Ouais, on a dormi. Mais beaucoup. Ouais, honnêtement pas trop mal. Here the sun. Il fait bien au soleil. Thomas déjà levé en train de faire la popote. Pardon. Grosse nuit de merde. Cette ultime étape pour rejoindre Landmannalaugar allait être aussi difficile que magnifique, avec un premier col qui nous emmena les pieds dans la neige. Je pense qu'il n'existe aucun mot pour décrire la vue obtenue d'en haut. Mais bon, elle se mérite, c'était assez raide. Une fois en haut, les paysages étaient somptueux, avec de nombreuses fumerolles et marmites bouillonnantes montrant l'activité volcanique sous nos pieds. La terre changeait de couleur à chacun de nos pas. C'était fantastique, on en oubliait presque la fatigue. Une ambiance vraiment mystique, presque surréaliste. Après notre pause repas, il ne nous restait plus qu'à descendre vers le camp de base du trek en traversant de multiples coulées de lave. C'est chaud quoi? Nous avions vraiment hâte de découvrir les sources d'eau chaude que nous avait si bien vendues Olivier. C'était vraiment incroyable, même si, il faut le reconnaître, ça sent quand même assez fort le soufre. La tête levée vers l'horizon pour profiter de l'immensité du paysage, nous parcourions ici nos derniers kilomètres. Oh. À peine arrivé, on ne pouvait passer à côté des 3 bus constituant le Mountain Mall, la supérette du camping, qui bien entendu proposait des bières qui tombaient à pic. Le camping de Landmannalaugar se situe au pied d'une immense coulée de lave, d'où sort une eau brûlante. Celle-ci forme une petite rivière où l'eau doit avoisiner les 40 degrés et on ne s'est pas fait prier pour rentrer. Mais le meilleur restait à venir puisqu'on a eu la chance pour cette première nuit d'observer des aurores boréales. Mais tu recules de plus en plus. On est bien là. Si t'es Mike Horn, tu vas partir avec un sac à 16 kg. Il traîne un machin derrière lui. Ouais, mais parce qu'il fait 30 jours ou 40 jours. Il m'acquise. Pour ce 5e jour, nous n'avions pas prévu grand-chose. Nous sommes donc allés randonner autour du camp pour continuer de découvrir cet endroit si unique. L'occasion parfaite pour utiliser un peu le drone que nous avions emmené. Ah, le jeu du cube, un grand moment de notre périple.
En fin de journée, les locaux nous ont initiés à un jeu de quilles traditionnel scandinave. Après quelques bières, Thomas et Olivier se sont mis en tête de défier tout le campement, les Italiens, les Islandais, les Anglais. Le pire, c'est qu'ils ont battu tout le monde et se sont auto-proclamés champions du monde. Une fois le championnat terminé, nous sommes retournés dans les sources d'eau chaude où régulièrement le personnel de la supérette organise un débarquement. Ils amènent un bateau en polystyrène rempli d'alcool et de nourriture pour tous ceux qui sont présents dans l'eau. Olivier avait même été désigné co-capitaine, mais on l'a un peu perdu ce soir-là, il avait peut-être un peu trop fêté ses victoires. On la partage avec la bourriche. Non, mais la bourriche, il en a une ouverte. Ah cool. Moi je la boirai pas entière, je vous le dis tout de suite. Ah ouais mais là c'est pas pareil quoi. Le gars il est d'ici, il passe tous les trucs ici, il me dit ah sans mon co-capitaine on va faire le truc. Puis c'est je pas. Déjà le 6e jour. Nous voulions au départ nous rendre à Skaftafell à la découverte des grands glaciers. Malheureusement, la météo nous avait fait modifier nos plans et nous avions préféré repartir sur Reykjavik pour visiter la ville et ses environs. Après quelques tentatives de stop infructueuses, nous avions finalement pris le bus pour parcourir les 200 km. Les bus à Landmannalaugar, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je pense que nous étions tombés sur un chauffeur qui s'imaginait au volant d'un 4x4 lors d'une spéciale de rallye. Il faut avoir le cœur bien accroché. On a calé. Thank you. En vérité, tout le monde en a profité pour se reposer et faire la sieste. Je pense qu'on en avait tous besoin. Allez, allez Thomas, allez. Une fois arrivé et installé au camping de Reykjavik, notre seule envie était de manger un vrai repas. Résultat, pizza maxi format pour tous et maxi prix aussi. Allez, good. Yes, on mange plus pour un 16 sur 20, 16 sur 20. C'est l'anniversaire de Mauricio quand même. Ouais. On ne devait pas se laisser mourir. Reykjavik est une ville surprenante. Située à 250 km en dessous du cercle polaire arctique, cela en fait la capitale la plus septentrionale du monde. Avec moins de 130 000 habitants, on pourrait plutôt l'apparenter à une ville. Au départ de notre camping, nous avons emprunté le Structure and Shore Walk, le long du front de mer de Reykjavik, où outre les différentes sculptures, les vues sur la baie sont exceptionnelles avec des montagnes couvertes de neige au loin. Il est ensuite difficile de rater le Drakar du Voyageur du Soleil, une sculpture en acier évoquant la silhouette d'un bateau viking qui se dirige vers le soleil. Elle fut construite dans les années 80 pour commémorer le bicentenaire de la constitution de la ville. Tout en continuant notre marche au bord de mer, nous sommes tombés ensuite sur la salle de concert et de congrès nommée Harpa, un impressionnant bâtiment de verre situé sur le vieux port. C'est quelque chose d'assez emblématique pour la capitale islandaise. C'est un bâtiment qui représente également la sortie de crise pour les Islandais. Il s'en est ensuite suivi la traversée du vieux port. Encore port commercial il y a peu, celui-ci est devenu un véritable lieu touristique. On peut y observer les baleiniers qui sont facilement reconnaissables avec le grand H frappé sur leur cheminée. Ils sortent au gré des décisions internationales. En 1986, 2 bateaux avaient été coulés par Sea Shepherd, un groupe international contre la chasse à la baleine. La baleine est hélas encore chassée ici. Le plus frappant, c'est de voir les baleiniers d'un côté et de l'autre les bateaux qui emmènent les touristes saluer ces grands mammifères.
Nous avons pu aussi découvrir Hallgrímskirkja, l'église la plus grande d'Islande. Son architecture est directement inspirée des colonnes de basalte de la cascade de Svartifoss. Elle est assez récente et très contemporaine. En raison de sa taille, elle a souvent été considérée à tort comme une cathédrale. Après avoir arpenté les rues de la capitale islandaise, nous avons terminé notre journée dans une des piscines municipales de la ville. Nous avions ensuite réservé une voiture pour les 2 jours suivants. Avant-dernier jour de notre séjour déjà, avec un passage obligé au Golden Circle. Après avoir loué une voiture, nous nous sommes rendus au Cercle d'Or qui se compose de 3 cycles naturels, tous aussi stupéfiants les uns que les autres. On a débuté la journée au parc national de Thingvellir, un lieu impressionnant, imprégné d'histoire et de tradition, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La géologie unique de ce parc vient du fait qu'il se trouve exactement entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Autrefois, c'était également le lieu de rencontre des différents représentants des clans nomades qui peuplaient l'Islande. Thingvellir, la plaine du Parlement, une forme de gouvernement collectif. Le second site naturel que nous avons pu observer est la zone thermale de Geysir. On y trouve un geyser qui jaillit toutes les 10 minutes à une hauteur de 20 à 40 mètres de haut. Pour simplifier, il y a du magma relativement proche de la Terre qui chauffe la roche et fait rentrer en ébullition l'eau issue de la fonte des glaces. L'eau remonte ensuite le long de la cheminée et crée ce surprenant jet d'eau. La troisième et dernière étape de ce Golden Circle n'était autre que la cascade de Gullfoss. Divisée en 2 colonnes d'eau de 30 mètres de haut, le débit de l'eau y est considérable. Cette cascade avait d'ailleurs rapidement attiré de nombreux promoteurs hydroélectriques, mais elle a su être préservée. L'histoire raconte que la fille de l'ancien propriétaire menaça de se jeter dedans si la rivière était utilisée pour cela. Pourtant, Joe semblait persuadé de pouvoir y survivre. Séquence du mec qui zip son sac. Driving the experience. Driving the unknown. Driving through the wilderness. J. C'était donc hélas notre dernier jour en Islande. Nous avions choisi de parcourir la péninsule de Snæfellsnes avec notre voiture de location. Snæfellsnes signifie la péninsule du mont enneigé, où on trouve volcans, glaciers, champs de lave et cascades. La destination idéale pour nos dernières heures dans le pays. Nous nous sommes arrêtés à Stykkishólmur, la plus grande ville de la péninsule. Elle est constituée majoritairement de vieilles maisons en bois, ce qui lui confère un charme indéniable. La ville dispose également d'un petit port où l'on trouve Sugandisey, un gros rocher de basalte qui protège le port des tempêtes.
Il était impensable de terminer ce voyage sans une petite prise de tête. Sur la route du retour vers Reykjavik, Olivier, alors passager, aperçoit ce sommet et lance sur de lui. Vous voyez le sommet ? 45 minutes et je suis là-haut. Il ne nous en fallait pas plus pour lui lancer le défi. La règle était pourtant bien claire. Au bout de 45 minutes, où qu'il soit, il se devait de faire demi-tour. Thomas décida de l'accompagner. 1 heure passe, puis 1h30, et un épais blizzard se lève et toujours personne. Inquiets et énervés, Joe et moi partons à leur recherche. On arrive à peine à voir à plus de 3 mètres. Décidés à appeler les secours et surtout à ne pas nous mettre en danger à notre tour, nous rentrons tant bien que mal à la voiture où nous attendaient ces 2 gros nazes. Aujourd'hui encore, il nous soutient qu'il y était presque. L'Islande, ce pays qui fait rêver, et c'est à juste titre. Difficile de trouver ailleurs dans le monde telle concentration de paysages grandioses et spectaculaires. L'Islande, c'est la nature à l'état pur, un mélange détonnant entre le feu et la glace. Nous avons déjà hâte d'y retourner. Islande ou pas, le vrai constat est que j'ai eu l'immense privilège de partager cette aventure avec 3 mecs en or. Merci les gars, on repart où vous voulez, quand vous voulez. Bise, François.